Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes, c'est l'heure de votre grand angle. La liberté académique est-elle menacée et si oui, par qui exactement? En France, le débat fait rage autour de l'expression controversée islamo-gauchisme. Au Québec, ce sont les notions de wokisme, d'intersectionnalité et de cancel culture qui, semble-t-il, font polémique. Avec nous pour en parler, le président de Sorbonne Université à Paris, Jean Chambaz. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Avec nous également à Montréal, au Canada, Yves Gingras. Merci d'être avec nous. Vous êtes historien, sociologue des sciences et professeur à l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal. Restez avec nous, on vous donne la parole dans quelques instants. Jean Chambaz, tout est parti des mots de Frédérique Vidal, ça a déclenché un véritable tollé. C'était il y a 10 jours, la ministre française de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a déclaré qu'il y avait un islamo-gauchisme qui gangrénait la société dans son ensemble et l'université. Et puis elle a demandé au CNRS un bilan de l'ensemble des recherches en France qui lui a adressé une fin de non-recevoir. Face à la polémique, elle a repris la parole. Frédérique Vidal, c'était il y a quelques jours, on l'écoute. Je suis tellement loin de toute idée d'empêcher la liberté académique, d'empêcher la liberté de la recherche. Au contraire, c'est ce que je défends depuis toujours. Donc voilà, c'est une polémique, c'est un procès d'intention. C'est un procès d'intention pour vous et est-ce qu'elle doit démissionner, la ministre? Non, enfin là, c'est pas, le problème ne sera pas réglé par la démission de cette ministre ou d'une ministre. À l'évidence, elle a répondu à la provocation d'un journaliste féru en la matière et il y a beaucoup de confusion dans ce qui a été dit. Pourquoi vous dites journaliste provocateur? Vous ciblez Jean-Pierre Elkabbach? Évidemment, oui, la manière dont il sait, parce qu'il est un petit peu obsédé par ces questions, il revient très régulièrement sur ce danger islamo-gauchiste dans la société. Il y a cette idée que les universités sont coupables. Là où je demande évidemment pas la démission de la ministre, c'est parce que c'est une ligne de fond de ce gouvernement. Ça avait été déjà évoqué par le président de la République qui disait que les intellectuels avaient coupé la nation en deux. Le ministre de l'Éducation nationale qui avait scandaleusement accusé les universitaires d'être responsables de l'assassinat de Samuel Paty à l'époque. Il l'avait pas dit comme ça. Il l'avait dit comme ça. Il l'avait dit, c'est le développement de l'islamo-gauchisme dans l'université qui est responsable de ça. C'est-à-dire qu'on banalise ou je ne sais quoi. Donc ce qui est terrible avec cette expression, c'est que c'est une expression politique, politicienne, polémique, issue de l'extrême droite, essentiellement utilisée sur les réseaux d'extrême droite. Ça a été démontré par l'étude d'un chercheur du CNRS, David Chavarlarias, qui a étudié les comptes Twitter, notamment. Tous les comptes Twitter, oui, qui a montré qu'à 90% ça circulait sur les comptes de l'extrême droite. Ça rappelle le judéo-bolchevisme d'avant-guerre, c'est-à-dire quand on associe deux mots qui font peur pour déconsidérer d'emblée les gens qui ne sont pas d'accord avec vous. Alors on va faire un tour à Montréal. Si vous voulez bien, Yves Gingras, avant bien entendu de parler de la spécificité du débat au Québec, qu'est-ce que ça vous inspire cette querelle? Est-ce qu'on parle d'islamo-gauchisme au Canada? Non, aucunement, bien sûr. Ça n'a aucun rapport avec ce qui se passe en France. Et ce discours-là, c'est un discours qui n'a rien à voir avec la liberté universitaire, qui est spécifique et qu'il ne faut surtout pas mélanger avec d'autres catégories qui n'ont rien à voir. Donc, l'erreur du gouvernement, c'est d'essayer de mélanger les deux. Et ce que le président vient de dire, c'est qu'il faudrait simplement rajouter de respecter l'autonomie des universités qui ont tous les moyens de régler leurs problèmes et leurs débats internes depuis 800 ans. Et de cesser de faire de la confusion intellectuelle qui sert certains groupes. Alors c'est intéressant, on parle d'autonomie. Tout à l'heure, on parlera d'une pièce de théâtre qui a causé des problèmes. Vous vous dites que vous l'avez réglé, vous nous raconterez dans quelques instants. Mais d'abord, tout de même, pour qu'on se fasse une idée un peu plus précise sur ce terme, cette expression islamo-gauchiste, elle a apparu pour la première fois en France sous la plume de Pierre-André Taguieff. C'était en 2002. Le mot serait aussi apparu en Grande-Bretagne. Alors, mais que peut-on vraiment dire? Peut-on vraiment le définir? Grégory Fontana s'est penché sur la question. Regardez. Comment définir un terme qui, par définition, n'en a pas? Quel sens lui accorder quand son origine même fait déjà l'objet d'un débat? Islamo-gauchisme, un néologisme utilisé pour la première fois en Grande-Bretagne par la gauche trotskiste, l'extrême gauche donc, mais ça, beaucoup le contestent. Il envahit l'espace public en France au début des années 2000 et même après une thèse en sociologie publiée à Sciences Po qui a consisté à compiler, analyser 2500 articles publiés depuis, eh bien ça reste très compliqué d'y donner un sens précis. Si on voulait réduire ou restreindre tous ces sens, on pourrait dire que
Il est question d'une sympathie, d'une collusion entre une certaine frange de la gauche radicale. Ça peut être une frange militante, ça a pu être une frange militante, une frange plutôt intellectuelle ou liée au monde de la recherche, d'une part, et d'autre part, des institutions liées à l'islam radical. Une sorte de mot-valise avec chacun sa propre définition, adaptée en fonction de l'évolution de l'actualité. Il est toujours tributaire des contextes dans lesquels il est utilisé et des énonciateurs qu'il utilise dans le débat public. Ça a pu être des sociologues, des historiens, des éditorialistes, plus régulièrement des hommes politiques, enfin en tout cas du personnel politique. C'est une fois que ces personnes autorisées dans le débat public utilisent ce terme que la droite radicale s'en saisit et dit, vous voyez, ce terme finalement il est tout à fait pertinent. Au fil des polémiques, son sens supposé devient de plus en plus vague. Le terme islamo-gauchisme fait désormais irruption dans de nombreux débats de société, mais dans tous les cas, il se veut choc, stigmatisant, clivant, parfois à la limite de l'injure. Ça au moins, tout le monde comprend. Voilà, et ajoutons que selon un sondage paru chez Odaxa Backbone Consulting pour France Info et le journal Le Figaro, 7 Français sur 10, 69% précisément, estiment, je cite, qu'il y a un problème d'islamo-gauchisme, mais dans le même temps, 53% des Français jugent la démarche de la ministre en question motivée par des raisons électoralistes. Je cite l'étude. Rappelons qu'il y a une présidentielle qui se profile en 2022. Jean Chambas, pour autant, on a bien compris votre position. Vous êtes diamétralement opposé à ce qu'a dit la ministre Frédérique Vidal. Mais certains disent tout de même qu'il y a trop de thèses, trop de doctorats sur ces questions, à la fois des minorités, qu'elles soient entre guillemets musulmanes ou autres, et puis aussi le genre, la question de la race, tout ce mouvement décolonialiste, si l'on peut dire entre guillemets. Qu'en est-il réellement ? Mais c'est ça qui est absolument extraordinaire, c'est cette confusion qui est entretenue par les gens qui utilisent ce mot valise très polémique. La ministre a dit l'islamo-gauchisme, en fait, toutes les radicalités. Alors, je ne vois pas en quoi toutes les radicalités sont islamo ou gauchiste. Je vois pas en quoi le mouvement féministe est absolument hyper radical de gauche ou islamiste. Enfin, si le féminisme va avec l'islamisme, à un moment donné, il y a des contradictions internes. Donc, il y a des féministes qui ont défendu non pas le port du voile, mais qui ont dit si une fille veut porter un voile, elle peut le porter. Le port du voile est un chiffon rouge, si j'ose dire, qui est aussi porté par certains qui ont une vision un peu étroite de la laïcité. Donc, le problème, c'est qu'on confond tout. Et qu'on oublie simplement ce qu'est le travail universitaire, ce qu'est le travail de recherche. Les gens qui en parlent ne le savent pas, à part la ministre, et c'est ça qui est dommage. C'est qu'il n'y a pas de sujet tabou pour la recherche. On doit comprendre, on doit donner du sens, et pas le sens commun, pas le sens que tout le monde a, mais creuser la réalité, prendre un regard décalé, et sur les questions de l'histoire, avoir une vue décoloniale est quand même intéressante. Penser à l'histoire du monde à partir de l'Afrique et pas à partir de l'Europe, c'est intéressant pour les Européens comme pour les Africains. Penser à la place de la femme dans le monde, dans la société, et repenser, là encore, un certain nombre de concepts, c'est quelque chose d'extrêmement important. Alors on va voir justement, Yves Gingras, vous dites-nous, ce débat, comment il se matérialise au Québec au sein des universités ? Le débat au Québec sur la liberté universitaire s'est débattu autour de critiques d'une minorité active d'étudiants qui réclament que les professeurs, par exemple, n'utilisent pas, même pour expliquer le titre d'un livre, le mot « nègre ». Par exemple, il existe en 1968 un livre classique de l'histoire du Québec de Pierre Vallière, et une professeure anglophone, ça vient du monde anglophone et maintenant ça diffuse un peu plus chez les francophones. Donc la professeure anglophone avait nommé le titre du livre qui était « Nègre blanc d'Amérique ». Il y a des étudiants qui ont dit on n'a pas le droit de prononcer le mot nègre. Il faut dire le mot en N. Fait que là, il y a eu des débats de dire, mais on ne peut plus réécrire l'histoire. On n'est pas en train d'insulter quelqu'un en utilisant le mot. On est en train de dire le titre d'un livre. Ça a été ça le point de départ. Et ceux qui sont derrière ça, c'est une minorité active qu'on surnomme, c'est un terme qui vient des États-Unis, des woke, qui sont hypersensibles et qui pensent que la liberté académique, ils ne la comprennent pas, ils la confondent avec la liberté d'expression qui, elle, relève des chartes et libertés, alors que la liberté universitaire, elle est liée à la capacité, comme on vient de le voir. Le doctorant était un très bel exemple de dire que nous, notre travail, c'est de prendre une distance critique et non pas d'utiliser le mot islamo-gauchisme, mais d'analyser ses usages sociaux.
c'est la même chose pour décolonial. C'est un terme utilisé à toutes les sauces, dont certaines sont complètement délirantes. Yves Gingras, juste, si je ne me trompe pas, vous avez dit que ça vient plutôt du côté anglo-saxon, si je schématise, d'Ottawa. Pourtant, il semble qu'au Québec, il y a une unanimité, je dis bien une unanimité des partis politiques pour dire qu'on peut utiliser le mot en haine, le mot nègre que vous avez cité, ce qui n'est pas du tout le cas, en revanche, du côté anglophone. Oui, il y a une différence culturelle très ancienne entre la culture anglophone très multiculturaliste, où il y a beaucoup de professeurs qui pensent que oui, c'est légitime de ne pas utiliser des mots qui dérangent les étudiants. Alors que dans la tradition francophone québécoise, et tous les articles des universités dans les journaux sont écrits par des francophones qui sont beaucoup plus proches de la tradition française, de dire, mais non, les mots sont écrits dans des manuscrits. Par exemple, au 17e siècle, dans Champlain, on parle des sauvages. Mais c'est dans le texte de Champlain en 1608. Aujourd'hui, le mot sauvage, bien sûr, est une insulte si on l'utilise contre une personne. Mais ce n'est pas une insulte, le mot sauvage ou le mot indien au 17e siècle. Ouais. Or, les étudiants extrême-gauche, très minoritaires, ne veulent plus qu'on dise en classe le mot indien, le mot sauvage ou le titre Nègre blanc d'Amérique. On comprend bien la problématique. Merci à vous. Juste sur cette pièce de théâtre suppliante d'Eschyle, c'est ça qui a fait problème dans votre université. Que s'est-il passé? Rappelez-nous. Et comment avez-vous géré ce problème? C'est absolument pas une question de liberté académique. C'est pas une question de ce qui était enseigné ou de ce qui était recherché. Bien au contraire. On a dans le département d'études de grec ancien un collègue qui travaille sur les pièces antiques, les pièces d'Eschyle notamment, et leur présentation telle qu'elles étaient présentées à l'époque. Donc on reprend la prosodie, on reprend les textes, on reprend la mise en scène extrêmement statique et très ambiante. Et il y a... la pièce est absolument extraordinaire parce que ce sont des femmes qui quittent l'Égypte et qui sont accueillies par des Athéniens parce qu'elles quittaient l'Égypte parce qu'on voulait les marier de force, et elles sont accueillies par les Athéniens. Donc ça parle du droit d'asile des émigrés, ça parle de la liberté de la femme, et là il y a eu un petit groupe extérieur à l'université qui est venu bloquer l'entrée dans l'université pour assister à la représentation, parce qu'ils considéraient, enfin comme ça vient d'être dit, ils considéraient que l'utilisation de masques sombres pour les Égyptiennes et de masques blancs donc pour il y a le woke, les Athéniens, c'était du blackface. Mais c'est un cas isolé où il y a vraiment ce woke qu'on retrouve dans Il y en a un petit peu, mais là ce qu'il a fait, il y avait un blocage assez brutal, on n'a pas tenu la représentation ce jour-là, on l'a reprogrammé un mois après, la ministre s'y est associée, au lieu de le faire dans un amphithéâtre de 100 personnes, on l'a fait dans un amphithéâtre de 700, et c'était très bien pour la pièce. Merci. Mais là, la seule solution, c'est de leur expliquer cette distance, comme c'était dit, entre la réalité et le sens qu'on lui donne. Ensuite, chacun a ses opinions. Et on peut avoir les opinions qu'on veut. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Jean Chambaz. Et merci beaucoup à vous, Yves Gingras, pour ce parallèle, ce comparatif donc, entre les Québécois cousins français.